La tomate, l'aubergine, le piment, le haricot, la banane plantain sont des produits qui se font rares sur le marché actuellement. Cette commerçante met en cause le changement de climat. C'est la pluie qui cause ça souvent. Parce que quand il pleut trop, le vivrier n'aime pas ça. Ce que lui il aime, un peu de soleil, un peu de pluie. Conséquence, la flambée des prix concernant ces denrées de grande consommation. Je vends en détail, en kilos, je vends presque tout, les légumes. Le prix a augmenté, ça seulement on ne peut pas mentir. Les clients se plaignent, mais ce n'est pas de notre faute. Actuellement, c'est cher sur le marché. Actuellement, il n'y a pas chou ici d'abord. Pourquoi Côte d'Ivoire n'est pas encore arrivé? Donc actuellement, ça c'est pour Burkina. 4 à 5 francs. Avant, c'était combien? 3 à 200. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça augmente? Bon, ça manque. La tomate est très chère. Nous autres, on n'a pas fait de commerce, ça ne nous arrange pas. 150, 250, et maintenant le kilo à 800, 900 000 francs à la gare. Le kilogramme de la tomate Sodefel, qui était à 800 francs, est passé de 1200 à 1500 francs. L'aubergine noire, qui coûtait 400 francs le kilogramme, est passée à 700 francs. Et l'aubergine blanche, qui était à 400 francs ou 500 francs le kilogramme, coûte 1000 francs. Le comble, c'est le kilogramme du piment frais et du haricot qui coûtaient 1000 francs qui sont passés à 2000 francs le kilogramme. Seuls les prix du kilogramme de la pomme de terre et de l'oignon sont restés inchangés, toujours à 500 francs le kilogramme. Les consommateurs désemparés ne savent plus à quel sein se vouer. Le marché est devenu cher. Tu amènes 10 000 dans le marché, tu ne peux rien payer. On ne sait même plus même comment on fait. Achète de la tomate, habituellement on achetait cela à 200 francs. Aujourd'hui ce paquet-là à 500. Également le piment, 500 francs. Ce qu'on pouvait avoir auparavant à 200, même 100 francs. Donc le prix du marché a effectivement augmenté. Je suis venu acheter gommo. Avant, l'état là c'est à 200. Maintenant c'est à 500. Tu viens avec l'argent, ça n'arrive pas vraiment, c'est très cher le marché. Consommateurs et commerçants interpellent les autorités compétentes pour que quelque chose soit fait. Si on pouvait diminuer, ça va nous plaire. Au marché de vivriers de la Carena au plateau, au forum d'Adjamé, en passant par le marché Cocovico d'Angré Cocody et au marché de Belleville à Trècheville. Partout, le constat est le même. Ce matin, au Discope, on s'est posé la question suivante. Comment le numérique peut-il accélérer le développement de l'industrie audiovisuelle en Afrique? Avant d'y répondre, petit état des lieux du numérique dans l'industrie audiovisuelle ivoirienne, notamment dans les activités du groupe RTI. 90 000 abonnés sur les chaînes YouTube du groupe, 1 500 000 sur Facebook et jusqu'à 500 000 utilisateurs de l'application mobile RTI. La moitié du trafic vient de l'international et la moitié de Côte d'Ivoire. Et nous pensons que nous avons les produits qui, lorsque cet accès est facile, marchent bien. Il y a de nouveaux modèles qu'il va falloir construire. Du côté des opérateurs télécoms, il y a un rôle à jouer pour aider à ce que ça se développe, de concert avec des acteurs comme nous. Le numérique peut booster le développement de l'industrie audiovisuelle africaine et peut même être une source de revenus non négligeable pour les acteurs du secteur, mais à 3 conditions. Un meilleur accès à Internet pour les populations, la mise en place d'un modèle économique adapté et enfin la réappropriation par l'Afrique de son espace audiovisuel. Les intervenants n'ont pas tari côté proposition, notamment offrir des incentives à la production aux producteurs locaux et taxer les producteurs extérieurs, une sorte de protectionnisme des œuvres audiovisuelles. L'enjeu est important pour le secteur et pour l'économie d'un pays. En France, la mise en place de la taxe sur la télévision appliquée aux opérateurs télécoms et à d'autres acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie a généré plus de 500 milliards de francs CFA en 2014. Deuxième événement majeur du jour, la conférence de presse RTI TV5 Monde. Information majeure, un accord de partenariat entre la chaîne culturelle francophone mondiale et le premier groupe de radio-télévision ivoirien. La RTI et TV5 Monde annoncent l'accompagnement de 5 séries originales coproduites par le groupe et préachetées par TV5 Monde. Près de 300 millions de francs CFA déjà investis, c'est environ 20 à 30% du budget total de production de ces 5 séries financées en préachat.
C'est une vraie révolution dans l'approche et cette révolution, elle nous permet nous d'investir plus d'argent. Nous avons fait confiance à des jeunes boîtes de production à qui nous avons signé des chèques de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Ces boîtes de production ont respecté cette confiance et nous ont livré des produits qui étaient en qualité à la hauteur que nous attendions. Donc quelque part, c'est pour vous dire le potentiel formidable qu'il y a sur ce marché ivoirien avec ces talents ivoiriens. Et je crois qu'avec des partenariats comme celui-là, l'avenir est vraiment radieux. Un accompagnement qui va du développement du scénario à la diffusion finale. Un mode de financement en soutien à la production de fiction ivoirienne de qualité, prête à être diffusée à l'international. Ce préachat nous permet, nous, par rapport aux coproducteurs et à la RTI, c'est de pouvoir proposer une offre de série originale, déjà d'une part. D'autre part, c'est de concilier aussi la qualité éditoriale et technique et les impératifs budgétaires. 5 productions originales, aux côtés de l'incontournable Akissi Delta. Ils sont 4 jeunes à avoir bénéficié de cet accord de partenariat. La nouvelle génération de producteurs de fiction ivoirienne a pris ses quartiers dans le paysage et convainc déjà à l'international. L'incivisme et l'indiscipline de certains jeunes à Bouaké sont décriés. Ces jeunes sont souvent au cœur des troubles sociaux. Face à ces critiques défavorables, une frange de cette jeunesse a décidé d'œuvrer pour un changement de mentalité. Elle vient de créer un club des jeunes de Bouaké. Pour que Bouaké soit développé, Bouaké a besoin de tous ses fils et filles, en particulier la jeunesse, parce que l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Donc, le club des jeunes est là pour nous tous. Vraiment, engageons-nous à travailler pour la paix à Bouaké. 1000 jeunes bénévoles en son sein. Le club a procédé au lancement de ses activités. Sa mission, former les jeunes de la commune de Bouaké pour en faire des acteurs de développement et des défenseurs des intérêts moraux et matériels de la commune de Bouaké. Les différentes autorités de la commune ont salué cette prise de conscience de la jeunesse. Cette flamme qu'ils ont allumée, elle ne doit jamais s'éteindre. Faire en sorte que c'est cette flamme, que ce soit cette flamme qui éclaire les autres jeunes pour un avenir radieux pour la ville de Bouaké. Un match de gala a mis fin à ce rassemblement de la jeunesse dont l'objectif majeur est de donner à la commune de Bouaké des jeunes citoyens responsables, capables d'assurer le développement socio-économique de leur commune. Le 30 mai 1967, le gouverneur militaire de la région orientale du Nigeria, Odumegwu Ojukwu, proclame l'indépendance de la République du Biafra, la partie la plus riche en réserves de pétrole. Enugu devient la capitale d'un pays de 14 millions d'habitants sur les 55 millions de la fédération nigériane. Le général Yakubu Gowon, homme fort du pays, ne peut accepter de voir s'échapper la manne pétrolière. Il lance le 6 juillet une offensive générale. C'est le début d'une guerre qui durera 30 mois. L'armée biafraise se défend dans les premières semaines avec succès. Elle réussit même une percée vers l'ouest, mais quelques mois plus tard, les forces nigérianes ont totalement repris le dessus. Dès octobre, la capitale Enugu tombe aux mains de l'armée fédérale. Un an après son indépendance, le Biafra se trouve totalement encerclé, ayant perdu la chute de Port Harcourt, son accès à la mer. La petite république n'est plus alors dans la presse que le réduit biafrais. Devenu un réduit coupé du monde, le Biafra connaît à l'été 68 une famine sans précédent. La population réfugiée ne reçoit plus que 2 repas par semaine. On parle au mois d'août de 6000 morts par jour. Les images diffusées par les médias d'enfants malnutris au ventre gonflé bouleversent l'opinion internationale. C'est à ce moment-là qu'émerge un mouvement mené par des médecins, dont Bernard Kouchner, qui prône l'ingérence humanitaire. Médecins sans frontières, SMF, sera créé à l'issue de ce conflit. À la fin de l'année 1969, en décembre, une offensive générale est lancée sur les derniers bastions biafrais qui tombent un à un. Le 11 janvier, Ojukwu s'enfuit, laissant le soin à son successeur, Philippe Effiong, de signer la reddition 4 jours plus tard. Le général Gowon déclare qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu et appelle à la réconciliation nationale. Le Biafra n'existe plus.